bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Elisabeth Doineau. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice Union centriste de la Mayenne, vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Vous allez réagir à différents sujets, vous connaissez le principe de l'émission, mais vous nous direz aussi peut-être ce que vous attendez de l'allocution d'Emmanuel Macron ce dimanche à 20h. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Jérôme Rabier. Bienvenue, Jérôme. Fin officielle de l'état d'urgence le 10 juillet. Oui, mais il y a un mais, Jérôme. Oui, car c'est un arrêt en pointillé et on se posera la question de savoir si finalement le gouvernement avait vraiment le choix. Et on verra pourquoi dans le détail. Fanny Conquier est aussi avec nous ce soir. Bienvenue dans le club, Fanny. Bonsoir. Le Sénat adopte le blocage des sites porno accessibles aux mineurs. Oui, effectivement, un amendement a été adopté hier au Sénat, mais la mesure est-elle applicable? Et si oui, comment? On verra ça. Grande question. Marie Brémaud fait aussi partie du club et elle est sur le plateau avec nous. Bienvenue Marie, vous êtes notre spécialiste Europe. Et revoilà le Brexit sur le devant de la scène. Oui, avec un scénario catastrophe qui se profile, l'absence d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ou comment rajouter de la crise à la crise. Oh bah ça suffit les mauvaises nouvelles. Bon allez, à tout à l'heure quand même. Dans une demi-heure, notre match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre William Tay et Éric Delannoy. On reviendra sur les réactions politiques très virulentes face au discours du gouvernement sur la police française. Ils ont été lâchés, dit la droite. Faux, ils sont bel et bien soutenus, nous dit l'exécutif. Le gouvernement a-t-il cédé sous la pression des manifestations contre le racisme et contre les méthodes policières? A-t-il tout simplement lâché ces policiers? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord donc cette fin annoncée de l'état d'urgence. Depuis quelques jours, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. L'entourage de l'exécutif évoquait la possibilité d'une prolongation de 2 mois. Ce qui suscitait énormément de craintes parmi les défenseurs des libertés individuelles. Finalement, le gouvernement a tranché. Il y mettra fin au 10 juillet. Ça, c'est pour la mesure officiellement annoncée. Mais je vous le disais, il y a un mais. Les explications avec Samia Dechir. Dans 1 mois, la France sortira de l'état d'urgence sanitaire, mais pas forcément du régime d'exception. Dans un projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, le gouvernement prévoit de maintenir certaines mesures de restriction des libertés pour 4 mois supplémentaires, soit jusqu'au 10 novembre. Le Conseil scientifique a fait état de 4 scénarios d'évolution de l'épidémie. Dans tous ces scénarios, le virus existe toujours tant que nous ne disposons pas de traitement ou de vaccin. Il continue donc à circuler même à bas bruit et il est donc nécessaire que nous soyons armés pour pouvoir répondre à cette situation. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité qu'il y ait une sortie sèche de l'état d'urgence sanitaire, mais plutôt une sortie en biseau pour une période transitoire de 4 mois. Jusqu'au 10 novembre, l'exécutif pourra donc réglementer la circulation des personnes, l'accès aux transports en commun et aux lieux accueillant du public. Mais surtout, il pourra continuer de limiter ou d'interdire tout rassemblement sur la voie publique. Pour l'opposition, c'est une prolongation de l'état d'urgence qui ne dit pas son nom. Ou bien on prolonge l'état d'urgence parce que la situation sanitaire le justifie, ou bien on ne le prolonge pas. Nous allons entendre les informations scientifiques sur l'état de l'épidémie et nous verrons bien à ce moment-là ce que nous déciderons, mais en tout cas nous prendrons une décision franche, pas dans un entre-deux. Le projet de loi sur la fin de l'état d'urgence sanitaire doit maintenant être adopté par le Parlement et au Sénat, la partie semble pour l'instant mal engagée pour le gouvernement. Allons plus loin donc avec vous, Elisabeth Doineau. Encore beaucoup de méfiance chez les sénateurs vis-à-vis de cette fin annoncée de l'état d'urgence. Vous partagez cette méfiance ? Eh bien, moi, ce que je dis surtout, c'est que le gouvernement doit être très clair. Parce qu'aujourd'hui, il nous dit que l'épidémie est quasiment vaincue, en quelque sorte. En tout cas, que les choses vont nettement mieux. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre cette prudence. Parce qu'il lance aussi l'intérêt que nous avons à avoir une vraie relance de la croissance et de l'économie. Alors, je trouve que les messages sont un peu contradictoires. Moi, c'est surtout le sentiment que j'ai à travers tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'entends dire autour de moi. La réalité, que si l'épidémie est sous contrôle, tel que c'est dit, il faut aujourd'hui relâcher effectivement et ne pas faire de l'état d'urgence sanitaire finalement un quotidien qui durera. Certains disent que c'est encore l'illustration d'un en même temps macronien. Là aussi, ils sont dans une double situation, une ambiguïté.
Oui, je pense que, comme le président Bas vient de le dire, ce qu'il faut, c'est un message clair et franc pour les Français. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pendant le confinement, qu'aujourd'hui on sent un certain relâchement, mais c'est normal. Et l'attente est très forte, vraiment, de revivre en totale liberté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi avoir un certain nombre de prudence sur les rassemblements, par exemple, sur un certain nombre de choses que l'on fait dans la vie quotidienne quand tout va bien. C'est évident que lorsque l'on repérera des personnes qui sont atteintes du Covid, il faut faire en sorte de les protéger, de protéger l'environnement. Mais ceci dit, ça c'est possible pour le gouvernement, sans état d'urgence sanitaire. Donc aujourd'hui, relâchons un peu les choses. On va prolonger cette discussion parce qu'effectivement, cet état d'urgence sanitaire fait aussi réagir les constitutionnalistes. On va voir ça avec Jérôme Rabier. Ce sera notre première chronique, c'est l'heure du club. Et Jérôme Rabier, on vous retrouve donc fin officielle de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, certes, mais on n'en a pas vraiment fini avec les restrictions de libertés individuelles. Oui, vous venez d'en parler, une fin d'état d'urgence sous condition, avec une prolongation pour 4 mois d'une bonne partie des dispositions de ce même état d'urgence, une prolongation en pointillé et qui obligera tout de même le gouvernement à redéclencher très officiellement l'état d'urgence si malheureusement la situation sanitaire venait à brusquement se dégrader. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a précisé à la sortie du Conseil des ministres ce qui se passerait alors. Les dispositions de la période transitoire sont évidemment distinctes de celles de l'état d'urgence à proprement dire. Je veux le souligner en vous disant notamment que si nous devions décider de manière localisée, par exemple, voire même de manière générale, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, décider d'un reconfinement, le gouvernement devrait à nouveau décréter un état d'urgence sanitaire et à nouveau passer devant le Parlement pour pouvoir le mettre en œuvre. Il ne sera donc pas possible de reconfiner toute la France sans redéclencher cet état d'urgence sanitaire, mais pour tout le reste, ou presque, le gouvernement souhaiterait ne pas avoir à repasser devant le Parlement. C'est tout l'objet de ce projet de loi présenté aujourd'hui, qui lui laisserait, s'il est voté, les coups des franches pendant 4 mois jusqu'au 10 novembre pour, par exemple, vous l'avez évoqué, interdire des rassemblements, des manifestations. Problème, la liberté de manifester, c'est un droit fondamental car c'est lié à la liberté d'expression que toute démocratie se doit de respecter. Et finalement, limiter cette expression, ça peut se faire, mais dans un cadre d'un état d'urgence impératif, très ponctuel. Et là, ça pose problème. J'ai interrogé les constitutionnalistes sur la question et tous ceux que j'ai eus au téléphone trouvent cela un peu limite. J'ai notamment pu échanger avec Dominique Rousseau, il est professeur à l'école de droit de la Sorbonne Paris 1. Et autant dire qu'il n'est pas vraiment en accord avec le projet du gouvernement. Il lui reproche notamment de ne pas dire clairement les choses. Je dirais que c'est certainement encore plus dangereux, puisque cette loi prévoit ce type de mesure jusqu'au 10 novembre prochain, donc pendant 4 mois, et que officiellement, formellement, n'étant plus en état d'urgence, la société pourrait se croire ainsi libérée de cet état, alors qu'elle est libérée de l'enveloppe, état d'urgence, mais pas du contenu, puisque tous les pouvoirs d'exception pour restreindre les libertés seront encore à la disposition du Premier ministre. C'est une sorte de fake news. La loi d'état d'urgence ne sera pas suspendue, ne sera pas mis fin à l'état d'urgence. Celui-ci se prolongera sous un autre nom. Le mot est fort dans la bouche de Dominique Rousseau. Il parle de fake news, Jérôme. Oui, exactement, le terme fake news. Alors moi, je ne vais pas aller aussi loin, mais je vais tenter d'expliquer. Le gouvernement, il avait le feu vert du Parlement pour un état d'urgence jusqu'au 10 juillet. Et il aurait pu demander une nouvelle prolongation. Mais le Conseil constitutionnel aurait pu censurer cela. Pourquoi ? Tout simplement car le gouvernement lui-même dit que ça va mieux, que les entreprises doivent reprendre, qu'on va pouvoir partir en vacances. Bref, on ne peut pas à la fois dire que ça va beaucoup mieux qu'il y a 1 ou 2 mois et demander cette prolongation de l'état d'urgence. Le gouvernement le sait très bien. Il y avait ce risque du Conseil constitutionnel. Il choisit donc une solution intermédiaire, la fin de l'état d'urgence, mais pas totalement. Et alors au moins, est-ce qu'on est sûr de sortir de ces mesures le 10 novembre ?
Alors ça, c'est la promesse du gouvernement, mais vous connaissez le dicton, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Le gouvernement pourrait très bien faire voter une nouvelle loi pour conserver tout ou partie de ces dispositions sur le long terme, mais là, comme en ce moment, il y aurait d'abord un contrôle du Parlement. Cette histoire, ça rappelle un autre état d'urgence, celui mis en place après les attentats terroristes, et un autre constitutionnaliste et professeur de droit à l'Université de Lille, Jean-Philippe de Rosier, fait le parallèle. Écoutez-le. L'état d'urgence, il est toujours très facile d'y rentrer et beaucoup plus difficile d'en sortir. Et le gouvernement d'aujourd'hui est confronté à la même difficulté que le gouvernement ancien et lui-même en réalité en 2017, lorsqu'il s'est agi de sortir de l'état d'urgence sécuritaire déclenché au lendemain des attentats de 2015. On a vu toute la difficulté qu'on a eue à en sortir et in fine, ce sont des lois classiques de droit commun qui ont intégré dans le droit des mesures dérogatoires de l'état d'urgence, fameuse loi SILT sur la lutte contre le terrorisme d'octobre 2017. Bien, cette fameuse loi d'octobre 2017 qui permet par exemple des assignations à résidence sans contrôle d'un juge, elle est toujours en vigueur, mais le Parlement avait prévu, grâce au Sénat, une clause de revoyure pour contrôler ces dispositions. Et tenez-vous bien, c'est d'ici la fin de l'année que le gouvernement devra présenter le bilan finalement de ces mesures d'exception intégrées dans le droit courant. Ces mesures auront donc duré au moins 3 ans, voire plus si elles sont prolongées. Vous l'avez compris, Rebecca, l'état d'urgence, on sait quand on y rentre, mais on n'en sort sans doute jamais complètement comme avant. Alors, on l'a bien compris. Elisabeth Doineau, est-ce que vous craignez vous aussi qu'on finisse par être sous état d'urgence permanent, un état d'urgence intégré dans le droit commun ? Oui, mais c'est pour ça que je mettais en avant les contradictions aujourd'hui des discours du gouvernement, enfin des ministres. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas d'un côté dire aux parents ramenez les enfants à l'école, vous pouvez aller au restaurant, faites marcher l'économie, retournez au travail, et puis de l'autre côté, laisser et maintenir cet état d'urgence permanent. Je pense que c'est d'abord un principe de liberté qui doit nous orienter. Et je pense que les Français l'attendent aussi, après les efforts qu'ils ont faits. En tant que parlementaire, vous serez amené à intervenir à un moment donné dans ce processus. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le Sénat, votre groupe, votera pour moins de restrictions dans ce nouvel état d'urgence intégré ? Eh bien, écoutez, j'ai pas fait le tour de mes collègues de l'Union centriste, mais je sais que pendant déjà le confinement et tout après le déconfinement, beaucoup déjà se sont manifestés pour desserrer les conditions, par exemple pour le tourisme, par rapport aux restaurateurs, etc. Donc, je pense qu'ils seront plutôt sur cette pente, effectivement, d'un desserrement de ce moment qui a été déjà très difficile. Ce qui voudra dire aussi qu'il ne faudra pas reprocher au gouvernement d'être incompétent si toutefois le virus reprenait et que les mesures étaient plus difficiles à mettre en œuvre. Mais je vous rappelle qu'Emmanuel Macron nous a dit tout simplement qu'il fallait vivre avec ce virus. Donc vivre avec ce virus, ça ne veut pas dire vivre tout le temps en situation d'état d'urgence sanitaire. On va continuer avec vous, Fanny Conquis. La proposition de loi sur les violences conjugales a été adoptée au Sénat et ce sur quoi on a eu envie d'insister aujourd'hui, c'est l'adoption d'un amendement anti-porno. Oui, tout d'abord, Rebecca, je vous propose de regarder quelques chiffres sur l'exposition des mineurs aux images pornographiques. Regardez, l'âge moyen du premier accès à ce type d'image, c'est 14 ans. Près de la moitié des enfants en voient dès 11 ans et près de 75% des enfants disent avoir été exposés trop tôt à ce type d'image. Ce sont les chiffres qui ont été donnés hier en séance par le secrétaire d'État Adrien Taquet. Alors, protéger les mineurs des images pornographiques sur Internet, c'était un des objectifs d'Emmanuel Macron à travers la loi audiovisuelle. C'est ce qu'il avait déclaré en novembre dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Écoutez. La responsabilité des sanctions des sites pornographiques qui permettent aux mineurs d'accéder à leur contenu doivent aussi être renforcées. Et là-dessus, dans notre projet de loi audiovisuelle, il y a plusieurs éléments très importants sur lesquels je voulais insister. D'abord, on va maintenant, enfin, préciser dans notre code pénal que le simple fait de déclarer son âge en ligne ne constitue pas une protection suffisante contre l'accès à la pornographie des mineurs de moins de 15 ans. Alors on le sait, il n'y a pas encore de date précise sur l'examen de cette loi audiovisuelle. Alors en attendant, Marie Mercier, sénatrice LR de Saône-et-Loire et rapporteure du texte, a fait avancer le sujet hier soir lors de l'examen de la proposition de loi sur les violences conjugales, car le texte contenait aussi un thème sur la protection des mineurs quant aux images pornographiques.
La sénatrice a donc déposé cet amendement qui a été voté. Oui, effectivement. Marie Mercier a d'abord rappelé que le code pénal sanctionne déjà les sites qui permettent à des mineurs d'avoir accès à des vidéos pornographiques, mais que cela est très peu appliqué. La sénatrice a aussi souligné l'impact de certaines images violentes sur le développement des jeunes et leurs pratiques. Écoutez. Les jeunes filles qui vont voir ça, elles vont vouloir faire pareil et se dire finalement c'est normal que le jeune homme soit violent avec moi. Ben non, c'est pas normal du tout, surtout quand on est en construction, comme cela a été expliqué tout à l'heure. Donc cet amendement que je vous propose, avec vraiment, j'ai envie de dire passion et enthousiasme, il propose d'instituer une nouvelle procédure destinée à obliger les éditeurs de ces sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l'âge de leurs clients. Alors concrètement, comment ça va se passer? Le CSA pourra envoyer une injonction au site qui ne contrôle pas efficacement l'âge de ses clients. Si le site ne fait rien sous 15 jours, eh bien le CSA pourra saisir le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il ordonne aux opérateurs de supprimer l'accès à ce site internet. Oui, sauf que certains pensent que c'est peine perdue, Fanny, déjà. Oui, effectivement. Certains estiment tout d'abord que la vérification de l'âge est très difficile. Jusqu'à maintenant, c'est l'internaute qui déclare lui-même qu'il est majeur en cliquant. Donc évidemment, c'est très facile de mentir. Alors plusieurs pistes sont évoquées pour résoudre ce problème. Cela pourrait être par exemple avec une carte de paiement qui est accessible seulement aux plus de 16 ans ou bien avec une identification FranceConnect qui permet de sécuriser l'accès aux sites gouvernementaux par exemple. Mais bon, utiliser ces identifiants des impôts pour accéder à un site de vidéos pornographiques, cela laisse certains songeurs. Autre réticence, c'est la difficulté de sanctionner les sites qui se trouvent à l'étranger. Sur ce sujet, je vous propose d'écouter la réponse de Marie Mercier. Vous allez me dire, les sites, ils sont à l'étranger, on va en fermer un, il va s'en ouvrir 2 dans la foulée. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Vous savez, c'est la fable du petit colibri. Il a un tout petit bec, il a une goutte d'eau pour éteindre l'incendie dans la jungle, mais il fait sa part, il porte sa part. Nous avons la responsabilité de faire quelque chose. On ne peut pas accepter de dire on ne peut rien faire. Alors ce texte a été adopté, voté hier au Sénat. Il doit être maintenant discuté en commission mixte paritaire, mais il n'y a pour le moment pas de calendrier précis. Cependant, Marie Mercier me disait tout à l'heure au téléphone qu'elle était assez optimiste, étant donné le sujet et l'objectif de cet amendement. Elle avait bon espoir qu'il soit conservé dans le texte final. Oui, d'autant plus qu'il y a eu avis favorable du gouvernement, il y a eu avis favorable d'Adrien Taquet. Elisabeth Doineau, c'est un réel progrès, cet amendement? Moi, je pense qu'effectivement, ce sujet est primordial pour, en tout cas, préserver les enfants de ces images. Alors, on ne peut pas nier non plus que certains parents favorisent finalement le regard de leurs enfants sur ces images. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Je veux dire que certains parents, en fait, en quelque sorte, invitent leurs enfants à regarder en même temps qu'eux des images pornographiques. Je suis en responsabilité de l'aide sociale à l'enfance dans mon département et je puis vous dire qu'on a des situations qui sont telles que je les décris. Alors évidemment, là, c'est un progrès en quelque sorte, puisque les enfants eux-mêmes n'auront pas accès. Mais je veux dire aussi qu'il ne faut pas oublier non plus que certains parents sont pénalement condamnables pour justement encourager ou en tout cas ne pas voir quelquefois que les enfants ont accès à ces images pornographiques. Cette proposition en réalité d'amendement, c'est aussi ce que l'on a fait sur les jeux en ligne. Donc après, est-ce qu'il y aura véritablement vérification de l'identité, de l'âge de l'auteur qui est en demande? En tout cas, c'est un progrès quelque part, parce qu'il faut parler de ce sujet. Mais je pense aussi qu'il faut parler de la responsabilité parentale. Alors ceux qui, en fait, ont démissionné en termes d'éducation auprès de leurs enfants et qui ne font pas ce qu'il faut pour ne pas donner accès aux images, voilà, ont lâché prise. Et puis, il y a des parents qui ne devraient même pas être parents, en réalité, puisque... en fait, ils poussent leurs enfants à regarder ces images. Vous avez des cas sur des témoignages? Mais je suis sûre que chacun qui est en responsabilité, notamment les juges des enfants, les juges aux affaires familiales sont en conscience devant des affaires telles que je les décris. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, après tout, on n'empêchera jamais les jeunes, ils trouveront toujours un moyen d'aller regarder du porno sur Internet? Oui, sans doute, mais déjà, on va pouvoir contenir finalement cette demande qui peut partir d'un jeu entre jeunes. Mais quand j'entends effectivement que certains ont accès à ces sites dès 11 ans,
Vous vous rendez compte? Il faut donc déjà qu'on essaye de freiner finalement cet accès qui est finalement très libre aujourd'hui. C'est un amendement qui se trouve dans un texte sur les violences conjugales. Pour vous, le lien est si évident que cela? De toute façon, les enfants sont des victimes. Dès lors qu'il y a des violences conjugales intrafamiliales, on sait que les enfants vivent ça avec leurs difficultés d'enfants, c'est-à-dire qu'ils sont en construction. Et donc, s'ils ont l'exemple de la violence autour d'eux, parce que les parents sont les premiers exemples pour les enfants, et s'ils ont ces images de violence renvoyées, comment peuvent-ils grandir sans eux-mêmes exprimer cette violence à l'extérieur? Alors parfois, ça va finalement rester en eux, mais forcément un jour ça finit par éclater. Mais en tout cas, c'est finalement l'exemplarité, comment dirais-je, entraîne la reproduction de la violence. Donc les enfants sont effectivement des victimes. Et moi, je pense qu'un texte comme celui-ci devait porter aussi un certain nombre de mesures pour protéger les enfants. On va continuer ce club avec vous, Marie Brémaud, sur ce plateau. Vous êtes notre spécialiste Europe, pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, mais je suis sûre qu'ils sont peu nombreux cet après-midi. Le Sénat a examiné une dernière fois le projet de loi sur les dispositions urgentes liées aux conséquences du Covid, le fameux texte qualifié de fourre-tout, même de gloubi-boulga au Sénat, dans lequel on retrouve donc des mesures relatives au Brexit. Oui, des mesures qui permettent au gouvernement de légiférer par ordonnance sur la question du Brexit pour lui permettre d'être réactif et de s'adapter au mieux en fonction de l'évolution des négociations ou pas. Et pour tout vous dire, la probabilité d'un accord entre Londres et Bruxelles, il s'éloigne de plus en plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Barnier, c'est le négociateur en chef pour l'Union européenne. Écoutez-le. En tant que négociateur de l'Union, ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Et cette vérité, c'est qu'il n'y a pas eu, cette semaine, de progrès significatifs. Voilà, c'est assez rapide, pas de progrès significatif pour ce 4e round de négociations. Donc, Jean Bizet, qui suit le dossier de très près, puisqu'il est président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, lui, il parle de la grande lassitude de Michel Barnier, carrément. Pourquoi ? Il y a une date butoir, c'est la fin de l'année, c'est le 31 décembre 2020. À cette date, soit il y a un accord, soit il n'y en a pas, sauf si les deux parties se laissent plus de temps, 1 ou 2 ans, et prolongent donc les négociations. Oui, mais au vu de ce qu'il faut négocier et de l'état des négociations, ça pourrait sembler être pertinent. Du côté des Britanniques, on s'y refuse officiellement, tout du moins, et les deux parties, et si les deux parties décident finalement qu'il leur faut 1 ou 2 ans de plus pour parvenir à un consensus équitable, ils doivent se décider là avant le 30 juin. Donc c'est autant dire que c'est demain. Ouais. Du coup, on réunit un sommet de la dernière chance juste avant. Autour de la table, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Charles Michel, le président du Conseil européen, et Boris Johnson, le chef du gouvernement britannique en personne, vont tenter ou non de trouver un consensus. Donc là, très clairement, et on ne joue pas sur les peurs en disant cela, le spectre du no deal se profile vraiment. Il faut l'anticiper. Oui, clairement. D'ailleurs, écoutez, le Premier ministre irlandais, il y a 2 semaines, c'est très clair, il prépare les entreprises au no deal. Nous comprenons vraiment qu'au moment où les entreprises se remettent en marche, leur rappeler le défi du Brexit est une très grande demande. Le Premier ministre, moi-même et la ministre irlandaise des entreprises et de l'innovation continueront à travailler en étroite collaboration pour voir quels conseils et quel soutien nous pouvons offrir aux entreprises pour les aider à se préparer à relever ce défi. Vous l'avez entendu, le Premier ministre irlandais, il est très clair, il le dit très bien. En pleine crise du Covid, il faut se préparer au no deal. Ou comment rajouter de la crise à la crise avec une filière particulièrement impactée, la pêche. Pour rappel, 40% de la pêche française, elle se réalise dans les eaux britanniques. La filière a déjà été très durement touchée par le Covid, par la crise sanitaire, avec la chute de la demande, la fermeture des points de vente, la diminution des exportations, les prix à la baisse. L'absence d'accord, le no deal serait donc un nouveau coup de massue. Et les autres points à négocier, ils sont tellement nombreux que cela en est vertigineux. Je ne vais pas tous vous les énumérer, ce serait impossible, mais je vais prendre un point précis qui est d'actualité. Les Britanniques, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent garder un accès au marché unique européen. L'Union européenne, elle, ne veut pas à ses portes une concurrence déloyale, elle ne veut pas de dumping social
ou environnementales. Et au moment où l'Europe tente de construire son pacte vert, eh bien Bruxelles souhaite que le Royaume-Uni rentre dans ce pacte vert et respecte les mêmes normes environnementales. Les Britanniques, eux, ils refusent, arguant qu'ils auront leurs propres normes et qu'elles seront plus exigeantes que les normes européennes. Après, on les croit ou pas, une chose est sûre, sans accord, nous serons tous perdants. Le no deal serait le pire des scénarios pour la France, y compris évidemment sur les questions économiques et sociales pour nous, Français. Vous le redoutez ? Je pense que déjà ce qu'on peut dire, c'est que ce feuilleton a assez duré. On ne sait plus à quelle saison on se trouve. Notre collègue Olivier Cadic, qui passe une partie de son temps au Royaume-Uni, nous rappelle qu'on n'arrête pas de passer les étapes sans avancer. Donc on peut se poser des questions sur la réalité de l'envie des Britanniques à vraiment trouver une solution à ce départ. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent à travers ceci ? C'est qu'en réalité, ils veulent sortir du Brexit, garder les avantages sans avoir les inconvénients. Et parce qu'ils ont toujours fait au sein de l'Europe, les Britanniques, parce que c'est ce qu'on leur reproche, en tout cas ce que certains leur reprochent. Mais je crois que c'est un peu le sentiment qui s'amplifie là avec ce no deal. La réalité, c'est que ça met en difficulté l'ensemble des entreprises qui ont déjà beaucoup de travail avec justement l'ensemble, je dirais, du Royaume-Uni. Mais c'est compliqué, non seulement pour les entreprises qui travaillent, voyez, sur les deux pays, enfin qui travaillent en Europe et qui travaillent au Royaume-Uni, mais c'est aussi difficile pour l'ensemble du monde agricole, parce qu'on a vu que les derniers accords étaient compliqués. Et ils étaient compliqués parce qu'ils étaient finalement, de fait, pas équitables. Les derniers accords, vous pensez aux accords avec le Canada ? Par exemple. Et donc on se dit, le monde agricole va encore payer cher cette difficulté que l'on a à traiter avec ce départ des Anglais. Mais s'il n'y a pas d'accord, le monde agricole paiera de toute façon la facture, parce que ça veut dire qu'il y aura un concurrent libéré de toute norme et de toute contrainte aux portes de l'Europe. Exactement, et c'est la même chose pour la pêche. La réalité, c'est que on va vivre des grandes difficultés sociales, tout le monde de la pêche, du monde agricole aussi. Enfin, tout est en plus difficile, parce que c'est retardé de mois en mois, et en fait, il n'y a pas de réalité. On ne sait pas à quoi se raccrocher. Et donc, pour les pêcheurs comme pour les agriculteurs, moi je pense en particulier à ces deux secteurs d'activité, eh bien c'est très très compliqué à imaginer l'avenir. Elisabeth Doineau, je voudrais vous faire agir un autre événement qui a eu lieu au Sénat il n'y a pas très très longtemps. C'est l'audition d'Olivier Véran par la Commission des Affaires sociales, par votre commission. Vous y avez donc assisté, même à distance, mais vous avez donc pu écouter le ministre de la Santé tout à l'heure, qui est venu justifier ces mesures et parler des propositions pour l'après-Covid, mais aussi de son Ségur de la santé. Nous avons choisi un extrait où il parle des masques. Écoutez. Comment est-ce qu'on fait pour l'avenir ? Quelle stratégie en termes de matériel de protection ? Je crois que je préfère toujours regarder devant que 10 ans en arrière, même si je comprends qu'il y a des besoins de réponse. Mais je ne crois pas que ce soit une faute politique, encore moins une faute individuelle. Je pense que c'est un problème de gestion collective, de pilotage, qui doit nous inviter à revoir complètement nos processus. Et puis faire des choix pour la nation. Madame de Roche, faire des choix pour la nation, parce que est-ce qu'1,5 milliard ou 1 milliard de masques aurait pu suffire dans des conditions où on aurait équipé la population générale en masques de protection ? Oui, pendant 5 à 6 jours. Donc il faut qu'on ait une réflexion collective à laquelle j'inviterai moi toute la représentation nationale, quel que soit le bord politique, encore une fois, quelle que soit la chambre concernée, pour qu'on puisse avoir un travail, parce que ça a un coût, ça engage dans la durée, et que je pense que c'est un débat démocratique qui devra se tenir. Pas une faute politique, l'affaire des masques, Elisabeth Doineau ? Écoutez, je crois qu'il y a assez d'enquêtes qui vont se pencher sur la question. Je pense que effectivement, la gestion de la crise du Covid va être passée au scanner, et la question des masques sera effectivement la question centrale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être être obligé de gérer le stock de masques, parce que je vois bien que là, aujourd'hui, il y a des entreprises qui continuent de produire et
qui ont des masques en stock. Et puis, non, il y a vraiment un intérêt à travailler avec Olivier Véran sur cette question des masques. Parce que, comme il l'a dit, très honnêtement, dans cette audition, Roselyne Bachelot avait été mise au banc des accusés, justement, parce qu'elle avait sans doute pris les précautions d'avoir trop de vaccins, trop de masques, des précautions etc. que nous n'avons pas prises cette fois. Mais exactement. Alors, je trouve que son invitation à travailler avec lui, à prendre cette responsabilité collective sur la gestion des masques est plutôt une très bonne chose. Olivier Véran est revenu aussi sur le Ségur de la santé, cette réforme profonde du système de santé et cette réforme hospitalière. Qu'en attendez-vous? Vous trouvez que ça va dans le bon sens? Vous avez tiré des leçons, vous aussi, de cette crise du Covid? Alors, on a tous travaillé, hein, les commissaires sociaux, hein, en général, soit par groupe ou avec la commission des affaires sociales, ont mené des travaux importants. Au niveau des commissaires sociaux de l'Union centriste, on a même produit un document. Alors, je ne sais pas si on communiquera dessus à travers le Ségur. Moi, ce que je pense, c'est que le Ségur, c'est un moment important pour se poser les bonnes questions. Mais s'il y avait en tout cas une orientation, et c'est je crois le premier pilier de ce Ségur à se poser, c'est la question de la revalorisation des métiers de la santé, notamment des aides-soignantes et des infirmiers en premier lieu. Et si c'est simplement une revalorisation pour être une revalorisation, je dirais simplement de salaire, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que ça repose sur, je dirais, un trépied, le bien-être au travail, comment se passent les transmissions, par exemple, comment on travaille au quotidien avec les autres professionnels de santé. Les possibilités d'évolution. Ça doit aussi reposer sur une formation continue, une possibilité de monter en compétences, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'écart entre une infirmière et un médecin. Alors maintenant, on a les infirmières en pratique avancée, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et puis, il faut travailler sur la recherche, parce que la recherche est trop éloignée, finalement, du monde professionnel, alors que les recherches scientifiques, médicales sont très importantes. On voit que ça avance à une vitesse folle et il faut y associer les professionnels de santé avec beaucoup plus de rigueur. Merci infiniment Elisabeth Doineau d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à nos 3 chroniqueurs qui sont encore avec nous. Merci Marie, merci Fanny, merci Jérôme, merci à tous les 3. La suite d'ALPL, c'est notre match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre Éric Delannoy et William Tay. On va revenir sur la colère d'un certain nombre de responsables politiques, plutôt de droite, contre la façon dont le gouvernement traite la question policière, notamment depuis l'affaire Floyd et depuis les manifs contre le racisme. Hier, ce sont plutôt les policiers qui exprimaient leur désarroi face aux mesures Castaner. On vous avait donné d'ailleurs leur point de vue sur ce plateau, mais depuis 24 heures, ce sentiment d'avoir été stigmatisé, voire lâché par l'exécutif est relayé par les politiques. Le gouvernement s'est-il désolidarisé de ses forces de l'ordre? A-t-il lâché ses policiers sous la pression de la mobilisation antiraciste? On va ouvrir la discussion avec nos invités dans un instant. D'abord, toutes les réactions fortes du jour, c'est avec Alizée Boissin. Face aux sénateurs cet après-midi, Christophe Castaner l'affirme haut et fort, il soutient les forces de l'ordre. J'ai l'honneur d'être le premier défenseur des flics de France. J'ai l'honneur d'être ce défenseur parce que je sais leur engagement. Je sais leur engagement quotidien, permanent. Je sais leur sens de l'éthique collective. Et c'est parce que je suis le premier défenseur des flics de France que je porte, monsieur le sénateur, cette exigence d'exemplarité. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur a donné des gages aux manifestants antiracistes et contre les violences policières. Il a promis la suspension des fonctionnaires en cas de soupçon avéré de racisme. Le ministre a également annoncé la fin de la clé d'étranglement comme technique d'interpellation. En réaction à ces annonces, les syndicats se disent lâchés par le ministre et appellent à une grève des interpellations. Du côté de la droite, on accuse l'État de fléchir. Cette acrobatie sémantique de préjugés avérés qui va livrer nos policiers, nos gendarmes à la présomption de culpabilité, c'est évidemment la présomption d'innocence qui est défigurée. Alors oui, nous devons être intraitables avec et contre le racisme. Vous avez raison. Mais sans tomber dans les pièges de ceux qui nous tentent, qui veulent communautariser la France, qui veulent désigner notre pays comme éternellement coupable. Monsieur le Premier ministre, les policiers et les gendarmes sont notre bouclier. Dans l'hémicycle, le chef du gouvernement a cherché à calmer la polémique. Mais je ne veux pas, Madame la Présidente, que la peur change de camp. Je ne veux pas que la présomption passe de celui qui trouble l'ordre public à celui qui le défend. Parce que si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion,
Et l'émotion est légitime, et elle est grande, et elle est partagée. Mais si nous acceptons cette facilité, alors c'est un basculement de la République qui intervient. Ce week-end, de nouvelles manifestations antiracistes et contre les violences policières sont prévues en France. Avec nous pour le match des idées ce soir, Éric Delannoy, bienvenue. Vous êtes président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Et William Tay, bienvenue à vous également. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Merci à tous les deux d'être ici. Le gouvernement, je sais que la question est un peu provocante, mais ce gouvernement a-t-il lâché les forces de l'ordre sous la pression de la mobilisation des mouvements antiracistes? On a entendu Bruno Retailleau très remonté. C'est clairement la question qu'il pose. D'ailleurs, il ne la pose même pas, il l'affirme. Si vous avez entendu M. Retailleau, vous avez aussi entendu Laurent Nunez, qui a réaffirmé bien évidemment qu'il y avait un soutien aux forces de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on prend des dispositions pour répondre à une demande légitime ou à une émotion légitime, pour reprendre les termes du Premier ministre, qu'on lâche les forces de l'ordre. Alors il est vrai que je pense que ça s'est fait un peu dans la précipitation, mais la dramatisation qui est en train de se faire à l'occasion de cette conjonction un peu inadéquate entre ce qui se passe avec l'affaire Traoré et ce qui se passe avec Floyd nécessitait que ça se calme. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Enfin, je veux dire, le déconfinement est suffisamment pénible à vivre pour tout le monde. La crise est suffisamment compliquée à gérer pour tout le monde. On fait face en plus à une espèce de désobéissance civile généralisée, puisque des manifestations interdites montrent que l'État n'a plus autorité pour pouvoir les interdire. Bref, si on ne calme pas le jeu, ça peut dégénérer. Donc je pense que c'était normal qu'on essaie de calmer le jeu. Maintenant, il faut rééquilibrer les discours. C'est un système d'équilibrisme qui est extrêmement compliqué, parce que par ailleurs, s'il n'avait rien fait, c'était désigné comme étant on laisse faire les violences policières, et dans l'ambiance actuelle, ça pouvait faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre des dispositions, aussi imparfaites soient-elles, on pourrait y revenir, et puis faire en sorte derrière de calmer le jeu. Mais écoutez aussi Laurent Nunez, écoutez le Premier ministre, il ne s'agit pas de faire en sorte que la peur change de camp. Le gouvernement devait faire quelque chose, devait dire quelque chose, William Tay? Pas forcément, mais il y a une forme de continuité depuis le début du confinement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur un sujet, on a une première annonce du président de la République, du Premier ministre ou d'un ministre qui est tout de suite contredite ou rectifiée une semaine ou 2 jours plus tard par quelqu'un d'autre. Il y a Christophe Castaner qui dit globalement qu'il y a une forme de présomption. Ça veut dire que tous les actes ou les présupposés actes seront sanctionnés. Si on prend juste cette déclaration, il lâche la police très clairement. Et il n'est plus dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Si on prend les déclarations du Premier ministre, là par contre on revient à une position qui est beaucoup plus sensée, beaucoup plus d'équilibre. Oui, il faut combattre le racisme dans l'administration publique et dans la police. Par contre, il ne faut pas que la peur, comme il l'a dit, la peur change de camp. Et justement, on le voit dans ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en France. Il ne faut pas oublier que pendant le confinement, on a eu des actes à Villeneuve-la-Garenne où il y a eu des affrontements des émeutes entre des jeunes et la police. Et globalement, la police, dans certains territoires, est en difficulté. Donc il faut plutôt donner plus de moyens à la police. Et globalement, la police a plutôt bien servi et bien protégé le gouvernement, notamment pendant les Gilets jaunes. Si on arrive en septembre avec de nouvelles manifestations sociales et que Christophe Castaner lâche la police, qu'est-ce qui peut se passer d'ici septembre? Est-ce qu'on retrouverait de nouveaux actes de triomphe? Est-ce qu'on retrouverait de nouvelles scènes d'émeutes avec une police mécontente et globalement de nouveaux mouvements sociaux qui provoquent de nouveaux troubles? C'est des questions qui se posent, qui sont légitimes, à la fois tactiquement et sur les questions de principe et de valeur de la République française. Christophe Castaner s'est trompé, même s'il a été rattrapé encore une fois, et c'est le cas pendant toute la crise, par son Premier ministre. Alors, vous avez tout à fait raison d'être attaché aux mots. On est très attaché aux mots ici aussi dans la LPL. Donc on va aller voir ensemble ces mots, parce que dans cette affaire, Emmanuel Macron n'a pas encore pris la parole publiquement sur ce sujet précisément. Mais Sibeth Ndiaye a cité le chef de l'État tout à l'heure lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Et voilà ce qu'il a dit, d'après Sibeth Ndiaye, sur le racisme, je le cite, « une trahison de l'universalisme républicain, une maladie qui touche toute la société ». Sur les policiers, le chef de l'État nous dit « il ne faut pas céder aux amalgames réducteurs, ni à une protection coupable ». On sait aussi qu'Emmanuel Macron a pressé son gouvernement d'agir pour plus de déontologie dans les méthodes policières. Résultat, lundi, Christophe Castaner nous dit cela. Aucun accroc à la déontologie ne peut être toléré. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Christophe Castaner lundi, et maintenant écoutez Édouard Philippe mardi. Nous leur devons respect et confiance. Et parce que nous devons avoir respect et confiance à des femmes et des hommes qui s'engagent dans des missions redoutablement difficiles et essentielles, nous avons également un devoir d'exigence vis-à-vis d'elles. Éric Delannoy, beaucoup disent qu'avec ces mots, le gouvernement a finalement entériné l'idée selon laquelle la police serait raciste.
Moi, je ne pense pas. Encore une fois, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une maladie qui est extrêmement forte aujourd'hui et de plus en plus, à vrai dire, c'est qu'on isole les phrases pour en faire des comportements. Il ne faut pas isoler les phrases pour en faire des comportements qui, et individuellement, peuvent effectivement prêter à confusion. Il faut regarder une intervention globale. L'intervention globale, c'est la mise en acte de moi, ce que j'ai toujours apprécié chez Emmanuel Macron, le « en même temps ». Je pense qu'en même temps, et je vais revenir quand même sur ce que je considère personnellement être une maladresse de Castaner. Mais le en même temps, c'est à la fois de dire il ne faut rien laisser passer, qui est interprété quand on l'isole par je lâche la police, avec il faut respecter ceux qui font respecter l'ordre. Et puis en plus, par ailleurs, il ne faut pas les lâcher parce que si on fait changer la peur de camp, ça peut devenir une catastrophe. Quand on prend dans sa globalité, c'est bien ce en même temps qu'il faut réussir à faire parce que c'est un jeu d'équilibriste. En revanche, là où c'est très compliqué et là où ce qu'on peut reprocher à M. Castaner, au ministre de l'Intérieur, c'est d'utiliser des mots trop imprécis qui donnent lieu et qui peuvent immédiatement avoir des conséquences quasiment pénales. Le soupçon avéré est quelque chose qui est très difficile à factualiser en droit. Et donc, jette l'opprobre potentiellement sur pas mal d'actes, en fait. Soit il y a un soupçon, il est avéré au sens où il est démontré, pas avéré, mais démontré. Et dans ce cas-là, il y aura procédure. Et cette procédure-là, moi, je fais confiance au ministre de l'Intérieur pour la conduire, à l'IGPN, dont on ne peut pas dire que c'est une instance qui ne... On y viendra. Donc, mais en revanche, il est nécessaire effectivement d'avoir des mots beaucoup plus précis que ça. Je ne remets pas en cause l'esprit des déclarations. Elles se complètent et elles donnent un état d'esprit global qui me vont bien. En revanche, effectivement, je pense qu'il y a des termes qui auraient pu être employés plutôt que d'autres. Les mots, toujours les mots, c'est effectivement ce sur quoi ont appuyé les oppositions. Je vous cite juste le tweet de Bruno Retailleau. En inventant le concept de soupçon avéré de racisme, Christophe Castaner crée de fait une présomption de culpabilité pour les policiers. C'est une lâcheté sémantique et politique de la part du ministre de l'Intérieur qui devrait défendre ses troupes. Je me dis qu'il ne les écrit pas tout seul, ces textes, Christophe Castaner et ses discours. Soupçon avéré de racisme, ça a été réfléchi, c'est dit, j'imagine, volontairement, consciemment. Moi, ma théorie, c'est qu'à chaque fois, on l'a vu depuis le début du confinement, c'est qu'à chaque fois, ils font un ballon d'essai, ils font un test, et puis ensuite, si le ballon d'essai ne prend pas, ils reviennent dessus dans un sens ou dans un autre. Donc c'est peut-être un test. Pour moi, ça a été un test pour essayer de calmer et de réattirer, globalement, faire de la récupération politique en faveur de toutes les manifestations qu'on voit depuis quelques jours. Et ensuite, après, globalement, ça n'a pas marché parce qu'ils ont perdu, ils ont essayé de faire du en même temps, mais ils ont plutôt fait du nini, ils ont perdu des deux côtés, en fait. Ils ont perdu à la fois parce que la famille Traoré a refusé de rencontrer la ministre de la Justice, et de l'autre côté, ils ont perdu du côté de la police. Et globalement, c'est ce qu'on voit depuis à peu près 2-3 semaines où il y a un changement chez La République En Marche au sein du gouvernement. C'est que d'habitude, ils arrivaient à avoir le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Là, ils perdent des deux côtés. Ils perdent des deux côtés, très clairement. Et sur cette déclaration, moi, je pense que Christophe Castaner savait ce qu'il faisait. Il est entouré d'un cabinet, d'une administration. Globalement, quand il fait une déclaration comme celle-ci, elle est relue, elle est pesée. Chaque mot sont pesés. On sait tous comment ça fonctionne dans les administrations publiques et au sein d'un cabinet ministériel. Donc, il savait très bien ce qu'il disait. Et c'était sa volonté de le faire. Et ensuite, face au lever de bouclier, le Premier ministre a dû réagir pour calmer la tempête et pour calmer l'administration policière et la police. Et c'est pour ça qu'on a changé. On a eu des déclarations contradictoires avec Laurent Nunez et le Premier ministre. Et il a eu une autre maladresse, et je vous laisse répondre dans un instant. C'est effectivement vers l'IGPN. Vous l'avez dit d'un mot, il y en a une qui les a très mal vécues. C'est Brigitte Julien, qui est la patronne de l'IGPN, que le ministre voudrait rendre plus indépendante. Critiquer l'IGPN aujourd'hui, c'est faire injure à leur professionnalisme et leur éthique. Je ne laisserai pas salir leur honneur. Là aussi, une maladresse, Éric Delannoy ? Non, moi je suis désolé, mais je ne pense pas que quiconque délivre une vérité quand il parle. Peut-être que c'est pensé politiquement et que tout est pesé au millimètre. Moi je pense que le débat est sain, est important. Je veux dire, qu'on prétende que le l'IGPN est complètement indépendante, c'est de montrer que ce soit une institution parfaite. Bien évidemment que ce n'est pas le cas. Aucune institution n'est parfaite. Donc là, il jette un pavé dans la mare et il a raison. Il a raison de, comment dirais-je, pas de mettre en cause, mais en tout cas d'essayer de faire en sorte qu'on s'interroge sur l'efficacité d'une institution qui est destinée à juger une autre institution. Donc je veux dire, en quoi il y a une insulte à essayer d'interroger une institution ? Je veux dire, à chaque fois qu'on délivre une interrogation, ça devient une insulte aujourd'hui. Une attaque. Une attaque, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas d'insulte à vouloir se dire qu'on souhaite qu'une institution soit indépendante. Je pense que tout le monde devrait s'en réjouir.
Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Ça veut dire qu'on peut toujours s'améliorer. On est dans un processus d'amélioration continue. Alors effectivement, les mots sont pesés, etc. Il peut y avoir des intentions politiques derrière. Mais moi, je suis désolé. Ça s'inscrit encore une fois dans un corpus global de communication qui ménage les deux côtés. Quand on parle du fait de ne pas recevoir la famille Traoré, là encore, je veux dire, on n'est pas dans la justice de la rue. Oui, mais est-ce que lui, en même temps, ne finit pas par insatisfaire tout le monde, finalement? Mais on veut satisfaire tout le monde, et c'est exactement l'inverse qui se produit depuis 2 ans. De mon point de vue, ça ne finit pas par insatisfaire tout le monde, ça finit par donner l'opportunité politique à attaquer systématiquement. C'est-à-dire que comme le en même temps ne donne jamais de certitude, ne donne jamais de réponse définitive, elle est forcément, quand on le prend, non pas dans sa globalité, mais de manière parcellaire, elle est forcément attaquable. Mais on sait bien que les oppositions joueront ce jeu-là. Mais oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à gérer la complexité du réel. On ne peut pas faire autrement. On verra le jour où il y aura les populismes au pouvoir que de ne pas gérer la complexité du réel est bien plus compliquée et désastreuse que d'essayer de s'en sortir en acceptant le débat, voire les attaques. William Tay ? Non, le problème dû en même temps est la rupture du quinquennat qui est arrivée au moment, globalement, avec la réforme des retraites et la crise du coronavirus. Ce n'est pas les discours, même si les discours sont imparfaits, c'est surtout le problème du passage à l'acte que la population reproche à Emmanuel Macron. Quand on a une crise sanitaire et que globalement notre système de santé français est moins efficace que le système de santé allemand avec le même niveau de dépenses par habitant, c'est qu'il y a un problème dans la gestion de l'administration publique. Quand notre économie est globalement moins efficace et a un taux d'activité inférieur à celui de l'Allemagne, c'est globalement des choses n'ont pas été efficientes. Et c'est le gouvernement qui est responsable, même s'il n'est pas responsable de tout. Il est en tout cas responsable de la période 2017-2020 parce qu'il est actuellement en responsabilité. Sur la question de l'ordre public, quand on interdit les manifestations à plus de 10 personnes et qu'on autorise un rassemblement à 20 000 personnes, c'est que l'état de droit n'est pas respecté en France. Et ça veut dire que des gens peuvent se dire que globalement, la loi ne s'applique pas pour tout le monde et qu'on n'est pas dans un État qui obéit au principe de la Déclaration des droits de l'homme et avec tous les citoyens égaux en droit. Ce n'est plus le cas en France. Tout le monde le sait parce qu'il y a des territoires qui sont différents dans l'application de droits et c'est globalement ce qui se passe entre les métropoles et les banlieues. Alors élargissons un peu et sortons de France. Cette affaire Floyd a des conséquences partout dans le monde. Certaines d'entre elles peuvent poser question et c'est là-dessus que je voudrais aussi vous interroger. En Belgique, à Anvers, on a déboulonné la statue de Léopold II, le roi des Belges. Il va partir au musée local où un texte expliquera les ravages humains de son règne en Afrique. Autre nouvelle surprenante, et on va lire ensemble le tweet de Laurent Saïm qu'il a annoncé ce matin. Autant on emporte le vent aussi dans l'affaire Floyd, le film est supprimé temporairement par HBO Max en streaming en raison de certaines allusions vues comme racistes. Précision ensuite de Thomas Negaroff, il travaille juste à proposer en amont une contextualisation du film. L'œuvre de la romancière américaine Margaret Mitchell, dont la traduction était aussi retravaillée depuis 1 an, notamment pour revoir la façon dont les Noirs y parlaient, très caricatural, sans les sons R par exemple, c'était bien avant l'affaire Floyd. Et enfin, dans un autre registre, vous allez rire, on apprend aussi que Martha Kaufman, la créatrice de Friends, présente ses excuses pour le manque de diversité dans la série. Est-ce qu'on est en train de réécrire l'histoire à la lumière de cette affaire Floyd, William Tay ? Oui, je pense, et c'est le drame du XXIe siècle. C'est un peu ce que Marcel Gauchet décrivait dans Le Désenchantement du monde, c'est la perte du sacré, c'est la perte de nos repères en fait qu'on traverse. C'est un mouvement qui globalement arrive à partir des années 60-80, lorsqu'on a tué la figure du père du général de Gaulle. On a commencé à se renier globalement dans toutes les sociétés occidentales. On a commencé à passer d'une société en gros post-moderne. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passait avant les années 60 et avant la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Était mal. Tout était mauvais, on passe tout de suite dans une nouvelle ère. C'est un peu, c'est la fin de l'histoire, on est dans une nouvelle histoire. Vous disiez tout à l'heure que globalement une déclaration doit être prise dans sa complexité et dans sa globalité. Il faut également qu'elle soit prise dans son contexte. Un film a été tourné, Autant emporte le vent, à une certaine époque, et il retrace une certaine époque. Quand on prend Léopold II, son action a été menée à une certaine époque où les mœurs n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça que l'histoire et l'éducation sont importantes. Globalement, les deux crises qu'on traverse, la postmodernité est liée à la crise qu'on traverse globalement dans l'éducation. On voit globalement que le niveau dans l'éducation, notamment sur les fondamentaux mathématiques, langue natale, et histoire ne sont plus enseignés dans le primaire et dans le secondaire. On perd des heures dessus et globalement l'histoire même
au sein de l'école et remaniée et retravaillée dans son enseignement. D'autres images nous viennent de Grande-Bretagne. Éric Delannoy, regardons ensemble la statue d'Edward Colston, un marchand d'esclaves britannique du XVIIe siècle. Regardez, qui a été mise à bas et jetée dans un canal dimanche lors d'une manifestation contre le racisme à Bristol. Le maire de la ville a indiqué vouloir la remettre au musée plutôt que la réinstaller. Le mouvement est mondial. Alors le mouvement est mondial, même si, à titre personnel, je ne mettrais pas sur le même plan la critique d'Autant n'emporte le vent que le déboulonnage de statues. Pourquoi ? Parce que quand on est sur une œuvre, comme Autant n'emporte le vent, je suis parfaitement d'accord sur le fait que, d'ailleurs, c'est même pas servir les intentions de ceux qui font ça que de jouer la censure. Pourquoi ? Parce que, finalement, en niant l'histoire, on s'interdit de la juger. Et donc ça, c'est absurde. En revanche, une statue, c'est pas du tout pareil. Une statue, c'est honorer un homme, honorer une mémoire et la proposer au référentiel comme un référentiel culturel à l'ensemble de la population. Et donc, je peux comprendre qu'un marchand d'esclaves qui a sa statue à Londres puisse choquer parce que ça a représenté à une époque peut-être une modernité ou quelque chose qui était défendable, etc. etc. C'est plus le cas aujourd'hui. On peut penser, et c'est même certain, que dans la culture britannique, il y a des grands hommes qui peuvent servir de référentiel culturel pour la Grande-Bretagne, qu'on a envie de faire émerger et de montrer au peuple qui ne soit pas un marchand d'esclaves. Donc, et ça veut dire qu'alors là, on touche aussi au nom de rue et on fait un grand ménage, quoi. On peut faire un grand ménage. Enfin, moi, à titre personnel, je peux être choqué du fait que l'ensemble des points de passage ou des points de référence culturelle que l'on voit sont toujours des batailles. Enfin, je veux dire, moi, j'aimerais bien plus souvent voir. Alors, c'est pas peut-être, j'exagère peut-être là-dessus, mais en tout cas, j'ai plus vu des généraux que des pasteurs ou des chercheurs ou des personnes qui ont fait le bien de l'humanité. Enfin, j'imaginerais, alors même s'il n'est pas français, j'imaginerais bien que les grands chercheurs... On n'est pas dans une étape de construction, on est plutôt dans une étape de déconstruction de notre histoire. On a honte de notre histoire et de notre passé. Il ne s'agit pas d'avoir honte, en fait. Globalement, quand vous parlez de crise mondiale, c'est plutôt une crise des sociétés occidentales, en fait. Ça ne touche pas la Chine, ça ne touche pas le Japon, ça ne touche pas les pays d'Asie, du Moyen-Orient. Ce qui se passe globalement, c'est comme on est en perte de repères, on a du mal à se définir à la fois comme nation et comme citoyen, on cherche à chaque fois à se réinterroger. Mais plutôt que se réinterroger, il faut se projeter de l'avant, être fier de notre histoire, que ce soit la bonne ou la mauvaise, mais qu'importe, c'est notre histoire. C'est comme si on interrogeait sur le sens de nos parents, en fait. De dire, les parents, globalement, et c'est ça la question. Ils n'ont pas toujours été bons, ils ont fait des bêtises, alors on les rejette. On n'a pas à rejeter nos parents. Il y a un lien paternel et il y a un lien filial. Et c'est pareil comme citoyen, on a un lien filial avec ceux qui nous sont précédés, ceux qui ont écrit l'histoire de France pendant 1000 ans. Moi, je fais la différence entre déboulonner une statue pour la mettre au musée, ce qui me va bien, que de déboulonner une statue pour la détruire, ce qui ne me va pas bien. Enfin, là, en termes d'attitude, c'est pas du tout la même attitude. Il ne s'agit pas pour moi de nier l'histoire, de la déconstruire ou de la salir ou de la renier. Enfin, on peut assumer le passé. Ceux qui n'ont pas un passé très glorieux, disons, les mettre plutôt au musée que dans la rue. Moi, je préfère, dans la construction des référentiels, valoriser ce qu'il y a de bien, de positif, de mettre en évidence les lumières. Les lumières qui, aujourd'hui, quand même, sont très, très, très fortement mises à mal. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, dans la population française, beaucoup de personnes soient capables de citer des personnes qui ont participé au mouvement des Lumières. Et je préférais qu'on connaisse les personnes qui ont participé au mouvement des Lumières que ceux qui ont gagné les batailles. Allez, on sort de l'affaire Floyd pour évoquer avec vous un dernier sujet qui fâche pas mal de sénateurs. Ce qui les fâche, c'est cette commission que le gouvernement veut créer sur la gestion de la crise sanitaire. Il existe déjà 2 commissions d'enquête, celle de l'Assemblée et celle du Sénat, qui sera d'ailleurs présidée par Alain Milon, le président de la commission des affaires sociales, qui n'a pas caché sa colère, son agacement ce matin sur notre plateau dans Bonjour chez vous. C'est faire fi de l'indépendance du Parlement et c'est faire fi de la démocratie. A priori, elle ne doit pas être mise en place. Le Parlement est libre. Le Parlement, il y a l'Assemblée nationale qui a sa propre commission d'enquête, le Sénat qui a la sienne. Il me semble que c'est largement suffisant. En tout cas, la Constitution avait prévu la liberté des parlementaires sur le sujet. Je pense que... Et elle est bafouée pour vous ? Pardon ? Elle est bafouée, la liberté des parlementaires ? Par une décision de ce type-là, si elle était prise, oui. Oui, carrément. Ça, c'est un point important. C'est un geste antidémocratique de première grandeur et c'est un geste extrêmement surprenant de la part d'un président de la République.
Éric Delannoy, les termes sont forts. La colère est grande au Sénat contre cette commission dite indépendante, créée par l'exécutif. Ça vous semble cohérent, logique, une bonne idée? Non, à titre personnel, je trouve que ces personnes, à chaque fois qu'ils se sentent de déposséder d'un pouvoir, sont en colère. On peut les comprendre. Maintenant, j'entends de l'autre côté également sourde une autre colère qui est de dire le Parlement, en fait, il n'est pas indépendant. Le Parlement, il est à majorité absolue du côté du président de la République. Donc on peut mettre en cause le fait qu'il puisse être indépendant. Donc que le président souhaite mettre en place une commission d'experts qui vont avoir la compétence dans une délibération indépendante pour compléter potentiellement ce qui sera fait dans les assemblées, je ne vois pas en quoi c'est antidémocratique. On va voir comment va se faire la nomination de cette commission. C'est là où va se jouer le Vous avez caractère. vu ce qu'on dit à droite, hein, Éric Ciotti qui dit Emmanuel Macron va enquêter lui-même sur lui-même. Le résultat sera plus sûr comme ça. Éric Ciotti est habitué des Non, mais voyez la logique, c'est-à-dire en fait créer une commission qui va enquêter sur ce que vous avez vous-même fait. Bah oui, mais si c'est des acteurs indépendants, ce qui est important, encore une fois, c'est la composition de cette commission. Comment être sûr de cette indépendance? Ah bah oui, mais alors ça, en tout cas, on peut être, en fonction des personnalités qui seront choisies, ça peut potentiellement être plus indépendant qu'une assemblée dont on dit, de toute façon, elle est à la botte d'Emmanuel Macron. Donc, je veux dire, c'est... Ou d'un Sénat qui ne l'est pas. Je suis très surpris d'avoir cette espèce d'émergence de polémique, pardon, l'expression à deux balles, qui a partout en ce moment. Enfin, c'est quand même incroyable, cette histoire-là. Hein. Enfin, je veux dire, on a vraiment autre chose à faire par rapport à ce qui nous attend et ce qu'on est en train de vivre. C'est comme si l'opposition n'avait rien d'autre à faire. J'aurais bien aimé qu'elle soit plutôt force de proposition à l'époque. Enfin, je ne les ai pas entendus beaucoup non plus pour prendre les responsabilités quand ils auraient dû le faire. Je pense que les oppositions proposaient des solutions, mais ce n'est pas le sujet. Très peu. En tout cas, là, elles vont travailler à voir ce qui a mal fonctionné dans cette crise. Et ça les agace que l'exécutif s'en mêle aussi. Facile. Il y a 2 points sur la question de la commission indépendante en l'espèce. Monsieur a raison. Si on prend le cas de l'Assemblée nationale, on a un point de comparaison, c'est la question de l'affaire Benalla. On a vu qu'en fait le Sénat était plutôt efficace et opérait une commission d'enquête qui était plutôt efficace, qui a été reconnue, et la commission de l'Assemblée nationale qui était plutôt décriée, et notamment menée par Yael Braun-Pivet, qui a été plutôt décriée à la fois. Qui a capoté, on peut dire. Capoté, c'était pas très efficace. C'est pour ça que la question, c'est la question des modalités en fait. Quels sont les pouvoirs d'enquête ? Quelles sont les personnes qui sont nommées, et ensuite c'est à ce moment-là qu'on pourra savoir si la commission sera véritablement indépendante ou pas. Le deuxième point par contre, où c'est beaucoup plus problématique, c'est la question du respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs. Globalement, ce qu'on a mis en place avec la Ve République, c'est que le gouvernement a une meilleure latitude. On parle de parlementarisme rationalisé. Par contre, en contrepartie, le Parlement, avec différentes réformes constitutionnelles, s'est fait renforcer à la fois les questions de commission de contrôle, notamment avec l'augmentation des compétences de la commission des finances et les pouvoirs de commission d'enquête. Si on met à mal le peu de pouvoir qui reste au Parlement, on se pose la question de l'utilité du Parlement au sens global. Parce que comme le président de la République a toujours une majorité à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale a un pouvoir décisionnaire plus fort que celui du Sénat, se posera la question de l'utilité du Parlement, et on peut voir éventuellement à long terme, et c'est peut-être une question de perspective, est-ce que Emmanuel Macron va poser une question, comme il l'avait promis, de révision des institutions et notamment du rôle du Parlement? Patrick Kanner pose cette question, président du groupe socialiste au Sénat. Il nous dit c'est un mépris pour le Parlement et le signe que le président de la République doute de l'impartialité du travail à venir des commissions d'enquête. Je ne veux pas reprendre ce qu'a dit monsieur. Je suis assez d'accord sur le fait que par le passé, ça a montré son inefficacité. Je pense que la polarisation politique qui a lieu à la suite du quinquennat versus septennat a fait que le Parlement finalement... Pardon, mais il ne sert pas à grand-chose. Donc, malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est une caisse enregistreuse. Et à ce titre-là, il faut inventer des mécanismes un peu plus novateurs, dont il faut effectivement regarder les modalités pour s'assurer de l'impartialité. Moi, je ne serais pas choqué que ce soit des sénateurs, des parlementaires qui aident à définir les personnalités, qui aient rendu public les cursus des personnes qui sont dans ces... effectivement, les modalités vont être très importantes, mais je pense que c'est plutôt un acte pour dire aujourd'hui les institutions ne fonctionnent pas de manière optimale. Et il faut la seule manière de redonner confiance aux Français en la politique, c'est de permettre de pouvoir avoir à la fois une transparence, mais à la fois aussi des modalités de jugement qui soient
impartiaux, le plus impartiaux possible, parce que je ne pense pas non plus là, que en ce domaine, on puisse avoir l'excellence. L'excellence n'existant pas. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées, d'avoir participé à cette émission exceptionnellement. Demain, je ne serai pas aux commandes d'Allons plus loin. À ma place, ce sera ma collègue Tam Tranui qui fera très bien les choses. En revanche, vous retrouvez bien Oriane Mancini demain dans Bonjour chez vous à 7h30. Son invité politique sera Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Très très bonne soirée sur Public Sénat.